Premier point, une vie placée sous surveillance constante. En Corée du Nord, la notion d'intimité, telle qu'on la conçoit ailleurs, est tout simplement inexistante. Les citoyens évoluent sous le regard permanent d'un appareil d'État rigoriste, où les voisins ou les membres d'une même famille peuvent devenir des informateurs. Le régime maintient son emprise en écoutant les conversations privées, en limitant sévèrement l'usage des téléphones et en verrouillant totalement l'accès à Internet. Pour la majorité de la population, les seuls contenus accessibles sont ceux de la propagande officielle, garantissant que chaque regard ne se pose que sur ce que le pouvoir veut bien montrer. Il en résulte une société où les gens n'osent plus exprimer leurs opinions, terrifiés à l'idée qu'une seule parole déplacée puisse mener à l'emprisonnement, voire pire. Cette peur imprègne chaque geste du quotidien, du lieu de travail à la table du repas familial. Aux yeux des étrangers, cet environnement paraît étouffant. Mais pour les Nord-Coréens, c'est devenu la normalité. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les critiques qualifient ce pays de criminel. Ils dépouillent les habitants de leurs libertés élémentaires et substituent la vérité par un récit formaté destiné à protéger le pouvoir en place. Deuxième point, le culte de la personnalité autour du guide. Contrairement à la plupart des nations, le dirigeant nord-coréen n'est pas qu'un simple homme politique. On le présente comme une figure presque divine. Dès l'enfance, on inculque aux citoyens l'idée que la dynastie Kim est la grande sauveuse de la patrie. Des statues, des portraits et des chansons à la gloire du leader fleurissent partout. À l'école, les enfants apprennent des récits magnifiant sa vie et ses exploits. Manquer de respect à son effigie, ne serait-ce que par accident, expose à des sanctions sévères. Les touristes eux-mêmes doivent témoigner leur déférence en s'inclinant devant ces statues. Cette loyauté imposée avec une telle intensité forge une société où la vénération d'un homme et de ses ancêtres se substitue à toute religion ou système de croyance. Le culte de la personnalité ne relève pas seulement de l'admiration, il s'agit d'obéissance, de peur et de la certitude absolue que le guide sait ce qui est bon dans tous les domaines de l'existence. C'est l'une des caractéristiques les plus singulières et extrêmes du pays, laissant le reste du monde à la fois fasciné et horrifié. Troisième point, la dure réalité de l'économie. L'économie nord-coréenne fonctionne selon des principes très éloignés de ceux du reste de la planète. Officiellement présentée comme un paradis socialiste, la réalité est faite de pénuries, de contrôles stricts et de marchés noirs dissimulés. En théorie, la plupart des citoyens occupent des emplois d'État faiblement rémunérés et la nourriture est distribuée via des circuits étatiques. Mais ces rations s'épuisent rapidement, obligeant les familles à se tourner vers des marchés illégaux surnommés Jangmadang. Ces marchés clandestins sont devenus une bouée de sauvetage. On y échange en secret des marchandises de contrebande venues de Chine, des légumes cultivés en cachette ou même de l'alcool artisanal. Malgré les risques, ces lieux ont permis aux gens ordinaires de survivre. Pourtant, l'inégalité est flagrante. Tandis que l'élite de Pyongyang jouit de voitures importées, de restaurants gastronomiques et de vêtements de marque, les zones rurales subissent souvent la faim et la misère. Le fossé entre privilégiés et démunis se creuse, révélant que l'économie soi-disant égalitaire est en réalité profondément injuste et pleine de contradictions. Quatrième point, pénuries alimentaires et peur de famine. L'un des aspects les plus poignants de la vie nord-coréenne, ce sont les crises alimentaires à répétition. Le pays a connu des famines dévastatrices, notamment dans les années 1990, où des centaines de milliers, voire des millions de personnes sont mortes de faim. Encore aujourd'hui, l'insécurité alimentaire reste un combat quotidien pour de très nombreuses familles. Les terres agricoles appartiennent à l'État et les travailleurs doivent remettre leurs récoltes au gouvernement. Les catastrophes naturelles, inondations, sécheresses, conjuguées aux sanctions internationales, ne font qu'aggraver la situation. Résultat, la viande, le riz et même les légumes les plus simples peuvent devenir des produits de luxe. Lors des périodes les plus critiques, les gens se tournent vers des plantes sauvages, de l'herbe ou de l'écorce d'arbres pour survivre. La malnutrition chez les enfants est courante, avec des séquelles durables sur leur santé. Pendant que le régime continue de développer ses armes et sa puissance militaire, ses citoyens souffrent souvent de faim. Cette différence de priorité illustre les priorités sombres du pays, où la simple survie devient un défi dans l'ombre des ambitions politiques. Cinquième point, le quotidien des citoyens ordinaires. Aux yeux du reste du monde, la Corée du Nord fait figure de nation mystérieuse et recluse. Mais la vie quotidienne de ses habitants suit une routine stricte. La plupart se lèvent tôt et se rendent à leur travail assigné, agriculture, usine ou tâches de bureau. L'école met autant l'accent sur la loyauté politique que sur les matières académiques, afin que les enfants grandissent dévoués au système.
Les loisirs se limitent aux films, musiques et émissions agréées par l'État. Les productions étrangères, cinéma, chansons, livres, sont rigoureusement interdites. Pourtant, certaines familles risquent leur sécurité en regardant clandestinement des dramas sud-coréens sur des clés USB dissimulées. Les déplacements à l'intérieur du pays sont également restreints. Les citoyens doivent obtenir une autorisation pour aller d'une ville à une autre. Malgré ces entraves, les gens trouvent leur bonheur dans de petites choses. Jouer à des jeux, partager un repas, chanter des chansons traditionnelles. Mais l'existence se déroule toujours sous l'ombre portée du contrôle étatique qui façonne jusqu'aux routines les plus simples. 6e point, le système des camps de prisonniers. L'aspect sans doute le plus redouté de la Corée du Nord, c'est son réseau de camps d'internement. Ces installations, cachées au fond de montagnes reculées, sont tristement célèbres pour leurs conditions inhumaines et les sévices infligés. On peut y être envoyé non seulement pour des délits, mais aussi pour des raisons politiques, avoir critiqué le gouvernement, écouter une radio étrangère, ou même être parent d'une personne accusée de déloyauté. Des familles entières peuvent être punies pour les actes d'un seul membre. C'est le système dit de culpabilité par association. À l'intérieur, les prisonniers subissent travaux forcés, famine et violences constantes. S'en évader est quasi impossible et les témoignages de rescapés décrivent des souffrances inimaginables. Ce qui rend ces camps encore plus glaçants, c'est que le régime en nie officiellement l'existence, alors que les images satellites et les dépositions prouvent le contraire. Ils incarnent la face la plus extrême du contrôle du pouvoir, instillant la peur chez les citoyens et montrant ce qui arrive quand la loyauté est remise en question. 7e point, la vie des femmes et leurs luttes invisibles. En Corée du Nord, les femmes affrontent des difficultés uniques, souvent ignorées du reste du monde. Sur le papier, le pays prône l'égalité des genres, mais dans les faits, ce sont elles qui portent l'essentiel du fardeau de la survie. Beaucoup sont responsables de faire vivre leur famille grâce au commerce illégal, tout en gérant les tâches domestiques. Des rapports indiquent que les femmes sont vulnérables au harcèlement et aux abus, surtout de la part d'officiers qui exploitent leur autorité. Le mariage et la maternité sont fortement encouragés, ne laissant que peu de place au choix personnel. Pourtant, les femmes ont aussi joué un rôle considérable en façonnant l'économie souterraine et en résistant à l'adversité. Ainsi, beaucoup de ces marchés clandestins sont tenus par des femmes devenues entrepreneurs par nécessité. Leur résilience est remarquable, mais leur lutte demeure enfouie sous des couches de propagande. Le contraste entre les discours officiels et la réalité de leur existence dresse un tableau complexe de survie, de force et de souffrance dans la Corée du Nord contemporaine. 8e point, la politique du « military first ». Le gouvernement nord-coréen est souvent décrit comme plaçant l'armée au-dessus de tout. Cette philosophie imprègne presque chaque strate de la société. Une part énorme du budget national est consacrée à maintenir les forces militaires. Malgré les difficultés des citoyens ordinaires, le service militaire est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes, durant souvent plusieurs années, absorbant les meilleurs moments de la jeunesse. Les soldats sont glorifiés par la propagande, présentés comme des héros défendant la patrie contre les ennemis, en particulier les États-Unis et la Corée du Sud. Mais les conditions dans l'armée sont rudes. Pénuries alimentaires, longues heures de travail, discipline de fer. Si le militaire renforce le pouvoir du régime, il draine aussi des ressources qui pourraient servir à l'alimentation, aux soins de santé ou aux infrastructures. Cette focalisation sur les armes et la défense a encore accru l'isolement du pays, le rendant à la fois craint et méprisé dans le monde entier. Pour les Nord-Coréens ordinaires, le système Military First est à la fois une source de fierté nationale et un sacrifice personnel. 9e point. Contrebande et information secrète. Dans un pays où l'information est rigoureusement contrôlée, la contrebande est devenue une bouée de sauvetage. Radio chinoise, clés USB, émissions de télévision sud-coréennes, voire films hollywoodiens, ces marchandises de contrebande ouvrent de petites fenêtres sur le monde extérieur. Ces contenus défient le récit officiel et montrent aux citoyens une réalité bien différente. Malgré des sanctions sévères, beaucoup risquent leur vie pour regarder ou partager des productions étrangères. Des radios clandestines sont cachées dans les murs et certains grimpent jusqu'au sommet des montagnes pour capter des signaux venus de l'autre côté de la frontière. Les contrebandiers jouent aussi un rôle clé dans le commerce. Ils apportent nourriture, médicaments et biens introuvables dans les magasins d'État.
Ce réseau souterrain représente une forme silencieuse de résistance, car les citoyens ordinaires refusent d'être coupés de la vérité. Pour beaucoup, ces aperçus du monde extérieur suscitent à la fois espoir et danger, lorsqu'ils découvrent que la vie au-delà des frontières n'est pas le cauchemar qu'on leur a enseigné. 10e point. Religion et système de croyance. La religion est quasiment absente de la vie publique en Corée du Nord, car le gouvernement exige une loyauté totale envers la famille Kim au pouvoir. Les pratiques traditionnelles comme le christianisme ou le bouddhisme sont sévèrement restreintes et peuvent même être punies d'emprisonnement. À la place, le régime a instauré un système où la dévotion aux leaders remplace la foi religieuse. Pourtant, malgré les risques, il existe des églises souterraines secrètes et de petits rassemblements religieux. Ceux-ci vivent dans la peur constante d'être découverts, mais ils montrent que l'esprit humain cherche la foi, même sous l'oppression. Pour la majorité, la vie spirituelle se limite aux rituels de loyauté. S'incliner devant des statues, participer à des rassemblements de masse, répéter des slogans politiques. Aux yeux des étrangers, cette substitution de la religion par un culte politique paraît extrême. Pourtant, elle est devenue le socle de l'identité nord-coréenne. C'est une autre manière pour le gouvernement de contrôler les cœurs et les esprits de son peuple, en veillant à ce que la dévotion demeure inébranlable. 11e point. L'élite face au peuple ordinaire. L'un des contrastes les plus frappants en Corée du Nord se situe entre l'élite privilégiée de la capitale, Pyongyang, et les simples citoyens vivant en zone rurale. Les habitants de Pyongyang bénéficient souvent d'un meilleur accès à la nourriture, à l'électricité, à l'éducation et aux soins. Ils peuvent dîner au restaurant, faire leurs achats dans des magasins approvisionnés en biens importés et même assister à des spectacles culturels. Pendant ce temps, ceux qui vivent hors de la capitale luttent contre les pénuries et les difficultés. Seules les familles les plus loyales, soigneusement sélectionnées par le régime, ont le droit de résider à Pyongyang. Cela crée un système d'inégalité qui contredit le discours officiel d'égalité pour tous. Aux yeux des visiteurs, Pyongyang peut sembler moderne et fonctionnelle, mais elle ne représente qu'une infime partie de la réalité. La majorité des Nord-Coréens vivent loin de ce mode de vie, endurant des épreuves qui restent cachées aux touristes et aux caméras étrangères. Ce fossé profond reflète le déséquilibre entre privilèges et survie dans le pays. 12e point. S'évader du royaume ermite. Pour de nombreux Nord-Coréens, le rêve de liberté se trouve au-delà des frontières. Fuir le pays est extrêmement dangereux, avec des châtiments terribles pour ceux qui sont rattrapés. L'itinéraire le plus courant passe par la Chine, mais là encore, les transfuges risquent d'être renvoyés chez eux. Traverser des rivières, corrompre des gardes, se cacher des autorités, tout cela requiert à la fois du courage et de la chance. Certains s'appuient sur des réseaux clandestins de militants qui résident à rejoindre la Corée du Sud ou d'autres pays sûrs. Les récits des transfuges révèlent à la fois des souffrances déchirantes et une incroyable bravoure. Une fois sortis, beaucoup témoignent de leur expérience, offrant au monde un rare aperçu de la vie nord-coréenne. Mais l'évasion n'est pas une fin en soi. S'adapter à une société complètement nouvelle constitue aussi un défi. Pourtant, la détermination des réfugiés montre la force de l'esprit humain en quête de liberté, quel qu'en soit le prix. Leur voix reste parmi les témoignages les plus puissants contre l'emprise du régime.